Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur le livre dont vous êtes le héros, ce plaisir de votre jeunesse qui revient pas mal à la mode, hein, curieusement. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche de votre écran, j'ai reçu une grosse commande d'Alconost, le plumier des chimères, et c'est ce dont je vais vous parler sur cette vidéo. Pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne, c'est le retour de l'été, la reprise du sport, etc. Je suis un petit peu moins sur ce type de passe-temps, on va dire. Ça me reviendra ou ça repartira. Enfin, je ne sais pas, je ne me mets pas d'obligation, mais si vous voulez rester un instant en ma compagnie pour parler de ceci, eh bien c'est juste après le générique. Alors, cette série de livres, je l'ai commandée en ligne. Le délai pour le financement est écoulé, mais je suis sûr que si vous aussi vous êtes intéressé par toute la série d'un coup, eh bien, vous pouvez le commander au Plumier des Chimères ou chez Alconost. Enfin, bon, je confonds toujours l'éditeur et le distributeur. Alconost devant être l'éditeur et puis Plumier des Chimères, le distributeur, quelque chose comme ça. Donc je suis sûr que vous devriez, si ça vous intéresse, arriver à les commander tous d'un coup. Donc il y a cette série de livres ainsi que quelques petits suppléments donc, qui a été réservé aux souscripteurs. Il manque 2 volumes dans cette pile. Ce sont les 2 volumes de la série Vulcaverse, dont le premier tome est Hades, le deuxième j'ai oublié le nom, ils ne sont pas encore sortis et donc ça fera l'objet d'une livraison supplémentaire et donc peut-être l'occasion d'une petite vidéo supplémentaire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les livres, je vais tous les exposer succinctement et chacun de ces volumes fera l'objet d'une vidéo détaillée de présentation comme j'ai l'habitude de le faire, à savoir que je lis les premiers paragraphes, les règles et ce type de choses. Alors sans plus attendre, voici le premier volume. Donc ce sont, pour l'essentiel, je vais ajuster ma caméra parce que là ça va pas être très pratique. Ce sont des rééditions de livres qui ont eu du succès. Donc l'auteur emblématique c'est Dave Morris. Et donc Alconost a décidé de rééditer un certain nombre de volumes à succès pour notre plus grand plaisir, enfin sauf erreur. Donc moi, il y a plein de volumes que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'étais à l'époque assez féru de livres dans ce l'euro, mais je connaissais Défis fantastiques, Sorcellerie, et puis j'étais à l'époque relativement limité. Hein. Voilà, donc on va commencer par celui-ci, le collier maléfique, et on va faire un petit tour sur le résumé. La grande cité est détruite. Cette ville qui a résisté à toutes les invasions n'est plus qu'un tas de ruines. Les survivants affirment que ce saccage est l'œuvre de loups-garous, venus des royaumes des morts. Décidés à découvrir ce qui s'est réellement passé, votre frère, Étoile du matin, s'est aventuré dans le grand désert. Et il n'en est toujours pas revenu. Votre quête, pour le retrouver, vous mènera au quart de jungle luxuriante, par-delà les montagnes et les océans jusqu'au tréfonds du royaume des morts. Apprêtez-vous à affronter des fantômes vengeurs et des dieux sanguinaires, à négocier votre vie face à des démons cauchemardesques, trouvant vos alliés et ennemis parmi les vivants et les morts. Si vous parvenez à braver les dangers du désert hanté par les esprits, vous y affronterez le grand sorcier Collier de crâne dans un terrible combat dont l'enjeu n'est rien moins que votre âme, une plongée dans le monde mystérieux des mythes mayas. Donc univers Maya pour ce collier maléfique. Alors on va regarder les premières pages. On a une splendide carte en couleur. Le monde, succinctement. Alors sauf erreur, destin, on n'a pas de dé, mais on va vérifier. Hein. On va vérifier. Donc là on a un petit. Est-ce que je le lis ou pas? Mais si je lis tout ça, ça va être très très long. Mais écoutez, je le fais par mon plaisir. Puis vous faites avance rapide si vous le souhaitez. Cette nuit encore, votre frère est revenu hanter vos rêves. Il marchait dans le désert et chacun de ses pas faisait couler de petites avalanches de sable noir le long des dunes. Vous vous efforciez de le rejoindre, mais le sable s'enfonçait sous votre poids et vous ne pouviez pas gravir la pente. Vous avez crié son nom. Étoile du matin! Mais la distance qui vous séparait était trop grande et le vent soufflant sur l'immensité vallonnée emportait vos paroles au loin.
Redoublant d'efforts, vous avez enfin atteint le sommet de la dune. Votre frère était là, immobile, fixant un objet qu'il tenait entre les mains. Le cœur battant la chamade, vous avez franchi les derniers mètres qui vous séparaient. Mais au moment où vous posiez la main sur son épaule, le soulagement de le revoir a été remplacé par une angoisse atroce. Étoile du matin se contemplait dans un miroir d'obsidienne et le visage qui se reflétait sur la surface polie était une tête de mort. Le devin attend que vous ayez terminé votre récit en hochant la tête d'un air entendu. Il joue avec les pierres gravées qui servent de support à ses prophéties et les fait passer d'une main à l'autre avec un petit bruit agaçant. Aujourd'hui est le jour de la mate, annonce-t-il de sa voix légèrement chevrotante. Comme tu le sais, le symbole de la mate est une tête de mort. À partir de ce jour, l'étoile du matin achève son cycle et disparaît des cieux pour une période de 90 jours. Elle réapparaîtra sous la forme de l'étoile du soir. Ton rêve signifie tout simplement qu'en l'absence de ton frère, c'est toi, étoile du soir, qui dois remplir les devoirs de sa charge. Vous ne pouvez vous empêcher de sourire malgré les sombres pensées qui obscurcissent votre esprit depuis que ce rêve vient vous hanter. Ainsi donc, il s'agit d'une question de devoir, dites-vous. Je me demande si le conseil des anciens est intervenu avant que je vienne te consulter. Le devin recule avec un rictus grimaçant et range ses pierres divinatoires en affectant l'indignation. Mais il sait à quel point vous vous inquiétez pour votre frère et, avant de partir, il se tourne à nouveau vers vous. Le roi a fait un grand honneur à ton frère en lui accordant ce titre d'ambassadeur, ajoute-t-il. Mais il n'est pas honorable de rester sur place et de participer aux affaires du clan. Tu es jeune, étoile du soir, tes chances de connaître la gloire viendront en leur temps. Les pierres t'ont-elles annoncé cela aussi? Elles, reprend-il en secouant le sac accroché à sa ceinture, elles me servent de support. Mon véritable pouvoir vient de ces deux vieilles pierres qui ornent mes narines. Grâce à elles, le futur n'a pas de secret pour moi. Sur ces mots, il porte son index au milieu du front et part en éclatant de rire. Vous vous adossez au mur en soupirant. Le contact froid de la roche sur vos épaules nues vous arrache un frisson. Le devin a cherché à apaiser vos craintes sans y parvenir. Un lien invisible vous relie à votre frère jumeau et ce rêve n'est pas un simple effet de votre imagination. Il lui est arrivé malheur, vous en êtes persuadé. Voilà pour cette introduction. On parcourt brièvement les règles du jeu. Donc nous avons des points de vie qui ne peuvent jamais descendre en dessous de 0, bien sûr, vous êtes mort, qu'on ne peut pas dépasser, bien sûr. Vous pouvez transporter jusqu'à 8 objets avec vous. La monnaie seront les fèves de cacao qui ne comptent pas comme un objet. Donc on va pouvoir consulter la liste des héros préétablis ou créer le vôtre comme il suit. Donc on a différentes compétences. Donc moi je pense que je prendrai un héros préétabli parce que ce sera plus rapide avant tout. L'acolyte, le chasseur, le guerrier, le marchand, le mystique, le sorcier et le voyageur. On a un court petit laïus. On a différentes compétences. Pour la plupart, ils ont 10 points de vie et puis quelques objets, entre 10 et 15 fèves de cacao. Alors, on passe ensuite au prologue et puis, écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai tout ça à faire sur cette vidéo. Voilà, donc un univers original, parce que l'univers Maya, c'est quand même assez rare. Et comme tous les autres, j'ai envie de le jouer. Alors, le problème de tout ça, c'est que est-ce que j'aurai le temps de tout jouer? Il va falloir que je choisisse. Et puis, on a un côté compulsif collectionneur quand même sur ces bouquins, mais ça fait tellement plaisir de les avoir dans sa bibliothèque. Sans plus attendre, je passe aux Pirates des Sept Mers, là encore de Dave Morris. Alors, je ne vais pas citer l'illustrateur, là c'est Léo Arta, c'est Yannick Surcouf et sur l'autre, Russ Nicholson pour les illustrations et Yannick Surcouf pour la traduction. À la dérive dans un canot, vous tentez désespérément d'échapper avec 3 autres matelots au démoniaque capitaine Scaramouche.
Si vous y parvenez avant d'être mort de soif ou englouti par la tempête, vous savez que le plus dur restera à accomplir. Vous seul connaissez le nouveau plan, le Scavench, de loin son plus vicieux. Vous vous lancez dans l'aventure, déterminé à rassembler un équipage, à vous procurer un navire et à embarquer pour un voyage de vengeance et de justice, quels qu'en soient les périls. Pirates, morts-vivants, monstres marins, vaisseaux maudits, sorcières et dieux anciens, sans oublier la plus grande des menaces, la vision que vous avez eue de votre propre mort entre les mains de votre ennemi juré. Dave Morris vous plonge avec maestria dans un univers de piraterie, d'aventure et de navigation grâce à une structure ludique de haut niveau et une écriture vigoureuse, pimentée par la présence de vos 3 compagnons d'infortune et leurs échanges truculents. Un livre de la collection Destin. Pas de dés, des règles minimales. Oui, c'est pareil, hein. Donc là aussi, c'était collection Destin. Donc on n'a pas de dés. Donc ça peut être assez sympa quand même parce que dans certains endroits, on n'a pas de quoi forcément lancer les dés. Bon, moi j'aime bien avoir des dés, hein, pour tout vous dire, mais bon, voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc un univers là encore, eh bien, plutôt inhabituel, hein, puisque on va être dans le domaine de la piraterie. Alors j'ai l'impression qu'ils ont tous une magnifique carte en couleur sur la première illustration, que je vais bien entendu agrandir en format A3 pour y jouer. Colonie du Nouveau Monde. Bon, on va parcourir les océans. Cela dit, avec Fable Lands, on était aussi sur les océans. Alors, est-ce que je lis la petite intro? Allez, elle n'est pas trop longue. Et là, encore une fois, vous pouvez faire avance rapide. Démoniaque Scavench. Les pirates. Le cri du capitaine se perd dans le fracas du canon roulant sur les vagues. Un tir de boulet s'envole dans un nuage de fumée et atteint votre navire de plein fouet. Le grand mât, sectionné, s'abat dans un enchevêtrement de cordages et la vergue s'écroule, écrasant une dizaine de marins. Une nuée de grappins s'accroche au bastingage. Les pirates s'apprêtent à l'abordage et leur sinistre navire se range à côté du vôtre. Le vaisseau roule ses voiles noires tel un oiseau de mauvais augure repliant ses ailes et la gargouille ricanante placée à la proue passe lentement à hauteur de votre pont. La belle dame s'écrie en lettres écarlates sur les flancs du vaisseau pirate, mais il ne s'agit en l'occurrence que d'une créature hideuse transportant sur son dos une troupe de monstres sanguinaires. Le marin à vos côtés se signe et déclare d'une voix blanche. « C'est le bateau de Scavench. »« Qui est-ce » criez-vous pour couvrir le tumulte de la canonnade. Le marin se tourne vers vous, interloqué, avant de se rappeler qu'il s'agit de votre première traversée vers le Nouveau Monde. Scavench est un monstre de la pire espèce, répond-il, l'air sombre. À cet instant, les 2 navires accostent et les pirates, sabres entre les dents, se laissent tomber de vergue pour investir le pont en hurlant comme des damnés. Aussitôt, il s'ouvre un passage sanglant à travers la foule des marins, leurs sabres tranchant têtes et membres avec une régularité de faux au jour de la moisson. Le capitaine et ses lieutenants rassemblés autour de la barre sont rapidement massacrés. Un vent de folie souffle sur le pont et vous comprenez à leur rictus meurtrier que les pirates ne feront pas de quartier. La haine vous submerge et vous serrez les dents dans un grognement de rage. Si l'heure de votre mort est arrivée, plusieurs de ces gueux vous accompagneront dans ce dernier voyage. 2 pirates s'élancent à la charge. Vous esquivez le coup du premier et en empoignant son bras, vous dirigez son sabre pour embrocher son compère. D'un geste convulsif, avant de mourir, le pirate fouette l'air de son coutelas et tranche la gorge de celui qui vient de l'éventrer. Bravo, 2 d'un coup. Vous vous tournez et pour la première fois, vous posez les yeux sur Scavench. Il se tient sur le bastingage, une main sur les haubans, un énorme pistolet dans l'autre, et exhorte d'un rire démoniaque ses chiens de mer à se livrer au pillage. Sa silhouette massive, toute de noir vêtue, lui donne l'air d'un gigantesque corbeau. Une barbe noire et graisseuse tombe sur son poitrail comme un paquet d'algues. Une monstrueuse cicatrice lui barre le visage et une lueur insane brille dans son œil unique, l'autre étant masqué par un bandeau de cuir. Lentement, le chef des pirates lève son pistolet dans votre direction et son regard de cyclope vous cloue sur place. « Alors, mon gars, lance-t-il en découvrant une rangée de dents jaunies, je vais devoir te tuer une fois encore. » Une fois encore ?
Votre étonnement ne dure que quelques secondes. Une détonation retentit et le monde devient noir. S'ensuit les règles du jeu qui sont, eh bien, ma foi, très similaires à celles que je viens de citer. On a différentes compétences. Alors, je vais dézoomer un poil, comme ceci. Et puis, on a une liste de héros préétablis que l'on va pouvoir choisir. Nous avons un prologue et qui est relativement long. Et le paragraphe numéro 1, ça sera pour une autre fois. Ensuite, nous avons eh bien, le livre 6 de Fablelands. Alors Fablelands, j'ai démarré, mais c'est quand même très très vaste et je suis surpris par l'ampleur de la chose et surtout de la quantité de notes qu'il faut prendre parce que c'est un vrai labyrinthe. Et ma foi, comme je suis pas quelqu'un qui prend facilement des notes, j'en prends, mais ça m'est un petit peu difficile. Et pour l'instant, donc j'ai démarré le premier volume et j'ai, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, fait quelques essais non couronnés de succès. Alors, Fablelands. Alors, je ne reviens pas sur la série Fablelands, je vais directement passer au petit résumé de ce livre. L'Akatsuraï, fief des seigneurs du Levant pour qui l'honneur prône avant la vie elle-même. Les jeux de pouvoir des nombreux clans guerriers menacent constamment l'équilibre de ce territoire lointain. Or, dans le chaos des esprits, les audacieux et les malins sauraient bien tirer leur épingle du jeu. Deviendrez-vous l'espion du shogun? Rejoindrez-vous les rangs des chevaliers à l'honneur inflexible ou vous perdrez-vous dans les doubles jeux de pouvoir en quête de richesse et d'influence? Des aspirations bien pragmatiques quand on sait les 1000 légendes dont regorgent ces régions capricieuses, domaine d'autant de dieux. Une tour noire perce la réalité. Spectres et vampires rôdent sur les routes et dans les bois démoniaques. Des temples égarés abritent des créatures redoutables. Le moindre animal peut se révéler plus ancien que le temps. Et quand les croassements retentissent dans les feuillages, bien mal avisés qui avancent dans la nonchalance. Dragons, démons et fantômes vengeurs hantent les mystères des terres reculées de l'Akatsuraï. Il pleut des milliers de bonnes étoiles pour le voyageur égaré et tout autant de malheurs. Rejoignez les mythes, devenez la bête, marquez le soleil de votre empreinte. Tout un programme. Ma foi, ça. Donc, je pense inspiré de l'univers japonais ou chinois, quelque chose dans ce style, enfin plutôt oriental. Hein. Donc, je ne reviens pas sur. Vous voyez, c'est écrit petit. Alors, combien de paragraphes beaucoup de joueurs l'attendent avec impatience, ce 6e volume, parce qu'ils ont épluché tous les autres, ce qui n'est pas mon cas. Et donc là, on est quand même bien servi. On a 750 paragraphes. Je me dis que je devrais prendre ma retraite anticipée pour pouvoir faire tout ça beaucoup plus rapidement que ce qui est fait actuellement. Nous allons passer ensuite... Alors là encore, Dave Morris est associé à James Thompson. Ce Dave Morris est très productif. Mark Smith, Le peuple maudit. Je vous laisse admirer la couverture un instant. Un livre de la collection Destin, donc avec des règles similaires à ce que je vous ai cité jusqu'à présent. Encore Yannick Surcouf à la traduction, ma foi. Alors, je ne sais pas s'il fait du bon boulot, a priori oui à ce qu'on vient de lire, mais on verra à l'usage. Alors, malgré la qualité du traducteur, moi j'ai toujours préféré un petit peu les auteurs français. Forcément, il y a toujours une très légère déperdition de qualité avec une traduction, quel que soit le talent du traducteur. Mais bon, bah, si on veut accéder à des choses américaines, il faut bien une traduction. Donc on va s'en accommoder. Caché dans les ruelles de l'antique cité de Gordorno, vous menez une lutte sans merci pour sauver votre peuple, les Judains, persécutés par un suzerain tyrannique. Des hommes et des femmes terrorisés se terrent dans les caves ou sont emprisonnés dans les geôles de la citadelle. Un vent de folie souffle sur la population, mais une menace plus effroyable encore est apparue. Aboréa, l'incarnation du mal absolu, rôde dans la cité, ravageant tout sur son passage. Parviendrez-vous à entraîner vos frères dans votre combat contre la bête, ou les laisserez-vous périr un à un sous les griffes de ce nouvel et terrifiant ennemi? Alors, quel est l'univers de ce livre? Nous avons encore une splendide carte en couleur avec une petite légende sur le côté. Donc apparemment l'essentiel de l'aventure va se dérouler
Eh bien, dans cette ancienne cité de Godorno, mal prononcé. Le destin d'un Judas. Votre situation à Godorno est très précaire, mais vous ne vous abaisserez pas à mendier. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Chaque jour, des centaines d'hommes comme vous se massent, remplis d'espoir, à l'entrée des riches palais qui bordent les canaux. D'autres rejoignent les caravanes marchandes et s'engagent comme gardiens ou comme guides. Ceux qui n'ont pas la chance de connaître un métier doivent se résoudre à grossir les rangs des rameurs de la flotte et à mener une existence de galériens proche de l'esclavage. Au fond de vous-même, vous savez bien que votre destin, le destin d'un Judas ou d'un Judaïn, je ne sais pas, n'est pas de finir ainsi. Alors, règles du jeu, donc règles similaires à ce que j'ai cité. On peut jouer un kabbaliste, le messie, le nazir, le prêtre, le resquilleur et le truand, ainsi que le vengeur et le voyant. Le prologue n'est pas trop long, je me fais ce petit plaisir. Vous avez longtemps travaillé à acquérir vos connaissances et, dans votre peuple, vous surpassez tout le monde. Mais il vous reste à donner un sens à votre existence et à mettre cette science en pratique pour le plus grand bien de l'humanité. Godorno est une cité dépravée où les Judaïns sont indésirables. Votre peuple est devenu riche à force de travail et sa réussite est jalousée. De plus en plus, les vôtres sont traités de voleurs et d'usuriers. Le suzerain de Godorno attise à dessein le mécontentement des foules. Ceux qui osent s'opposer ouvertement à son règne despotique disparaissent sans laisser de traces et ces disparitions sont toujours mises sur le compte des Judaïns. Les ventes de terres aux Occidiens pour assouvir ses besoins personnels ont provoqué des disettes et, là encore, les Judaïns sont tenus pour responsables de la misère du peuple. Les vôtres sont haïs et bientôt ils ne pourront plus se promener dans les rues. Accablés de tous les maux, les Judaïns grossissent les rangs des esclaves et la plupart finissent leur vie comme des bêtes de somme croulant sous les caisses d'épices et les balles de soie. En 2 siècles, Godorno est devenu synonyme de décadence et de luxure. Partout dans la ville se dressent les statues du lion ailé, l'insigne des premières légions qui ont bâti la cité. Mais le fier animal est maintenant le symbole de la corruption et du mal. Rendez-vous au 1. Là encore, un univers assez atypique. Je suppose que nous allons devoir renverser ce roi tyrannique et j'espère prendre sa place. Très 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 intéressant, comme tous ceux que je viens de passer. Alors ensuite, on a une série. Alors j'en avais déjà un, je ne me souviens plus du nom, Alice au Pays des Merveilles, je crois, quelque chose comme ça. Et là, ce sont des contes revisités par Jonathan Green. Donc il y a toute une série. Donc c'est les contes de notre enfance qui sont révisés pour devenir un peu plus horrifiques et un peu plus aventureux. Et donc ce volume est là très très épais. Hein. Voyons le résumé. Donc c'est de Jonathan Green, aux illustrations Kev Crossley, qu'on a déjà entendu, et la traduction est de Lena Guénet. Pan et le monde perdu est un livre étrange. En fait, il s'agit du portail vers un autre monde, un endroit intemporel où vivent des créatures que d'aucuns croient disparues. Un endroit que beaucoup considèrent comme une légende. L'île mystérieuse connue sous le nom de pays imaginaire. En plus du livre, vous aurez besoin de 2 dés, ou d'un paquet de cartes ordinaires, d'un crayon et d'une gomme. À l'aide de ces outils et de quelques règles simples, vous guiderez l'un des personnages créés par J.M. Barrie dans Peter Pan et Wendy, au cœur d'une adaptation palpitante de ce classique de la littérature jeunesse, percuté par l'univers du monde perdu d'Arthur Conan Doyle et l'habituelle couche biomécanique de Jonathan Green. C'est vous qui déciderez quel chemin emprunter, quel danger braver et quels étranges habitants préhistoriques du pays imaginaire vous affronterez. Incarnerez-vous la naufragée Wendy Darling, l'automate vengeur Peter Pan, l'héroïque chasseuse Gilly la tigresse ou le célèbre pirate le capitaine James Crochet. Mais sachez ceci, ce seront vos choix qui détermineront le succès de votre quête et vous entraîneront vers une fin funeste. Parviendrez-vous à vous échapper du pays imaginaire? Alors, combien un paragraphe?
j'ai la faiblesse de regarder le nombre de rares. On n'est pas loin des 900. Bienvenue au pays imaginaire. Alors, on a un rappel des petites règles dans l'euro, ça on connaît. Nous avons 3 caractéristiques, l'agilité, le combat et l'endurance. Ça ressemble aux défis fantastiques. Nous avons des capacités spéciales. Voilà, avec une liste de compétences. Alors, on va avoir le choix entre 4 héros. Wendy Darling, agilité 9, combat 8, endurance 18, avec quelques capacités spéciales. Alors, je vais aborder le premier supplément. Eh bien, je crois que c'est ce supplément-là. Non, c'est pas. Voilà. Donc, vous avez, si vous avez souscrit à ce pack, eh bien, vous avez une petite fiche en couleur avec je pense que c'est un marque-page à découper. Je suis même presque certain. Et donc, vous allez pouvoir eh bien, avoir un marque-page à l'effigie eh bien, de l'héroïne ou du héros que vous avez choisi. Et voilà, donc petit aparté sur ce supplément qui est fourni avec l'édition souscripteur. Alors, je vais survoler les héros. Peter Pan, revisité bien sûr. Nous avons Lily la tigresse. Nous avons le capitaine Jeanne Crochet. Donc là, apparemment, c'est un gentil dans ce volume. Compagnons et montures. Très intéressant. On peut avoir des compagnons. Sinon, au niveau des combats, c'est la même chose. Lancez 2 dés, ajoutez votre score de combat. Le résultat est votre force de combat. Lancez 2 dés, ajoutez le score de combat de l'adversaire, c'est la force adverse. À chaque tour, ajoutez un bonus temporaire de 1 point à la force de combat de celui des combattants qui possède l'initiative. Si votre force de combat est supérieure à celle de l'adversaire, vous l'avez blessé. Soustrayez 2 points du score d'endurance, puis passez à l'étape 7. Si la force de combat de l'adversaire est supérieure, vous avez été blessé, etc. Si votre force de combat sont à égalité, on lance un dé, pair ou impair, et donc vous pouvez être blessé l'un et l'autre. Alors, je ne vais pas reprendre en détaillé, je survole. On a des combats avec une monture, c'est pas rien. Si vraiment vous voulez détailler, vous pouvez faire stop et pause. Alors, qui êtes-vous? Wendy Darling, Peter Pan. Je ne vais pas lire le début là, parce que. Ou alors je lis le début de Wendy Darling. Allez. J'ai bien le droit, c'est ma vidéo. Iceberg. À 23h40, le dimanche 14 avril 1912, ce cri retentit sur le RMS Titanic qui, quelque part dans la zone Atlantique Nord, vient de percuter un iceberg au cours de son voyage inaugural, reliant Southampton et New York. L'impossible s'est produit. Le choc a éventré la coque du paquebot, déformé et fendu le métal, et la proue du navire que l'on pensait insubmersible commence à s'enfoncer dans l'eau glacée. À l'aube, le lundi 15 avril, l'équipage se met à évacuer le navire. Il suit le protocole. Les femmes et les enfants d'abord et remplit les canots de sauvetage, s'inquiétant surtout des passagers de première et de seconde classe, tandis que les autres se retrouvent pour la plupart livrés à eux-mêmes. Par conséquent, bon nombre d'entre eux restent coincés sous le pont alors que le navire se remplit d'eau. Le froid de la nuit est mordant, mais heureusement, vous, Wendy Darling et votre famille, voyagez en première classe, accompagnés de vos parents, de vos frères John et Michael, mais également de Nana, votre fidèle Terre-Neuve. Vous suivez les instructions de l'équipage qui vous dirige vers les canots de sauvetage. Mais lorsque vous atteignez le bout du pont, les choses tournent mal. Une foule essaie désespérément de monter dans les canots, et force est de constater qu'il n'y en aura pas assez pour sauver tous les passagers et l'équipage. Nana et vous êtes séparés de votre famille et, malgré vos appels, la masse continue de vous éloigner vers l'un des canots. Vous y prenez place à contre-cœur, car l'enseigne qui vous l'ordonne semble de plus en plus agitée. Mais avant que qui que ce soit ne puisse vous rejoindre à l'intérieur, une dispute éclate sur le pont.
Un homme hurle sur le pauvre membre d'équipage. Il exige de monter dans votre chaloupe. Des cris retentissent, suivis d'un coup de feu. Des exclamations de surprise parcourent la foule et l'enseigne s'écroule. Ce faisant, il heurte le levier du canot qui tombe en chute libre vers l'océan, alors que toutes les cordes qui le maintenaient au navire se déroulent des poulies. Vous vous éloignez de plus en plus vite. Le canot frappe l'eau avec violence. Vous tombez à la renverse et vous vous cognez le crâne contre un banc en bois. Vous avez la tête qui tourne. Votre vue se trouble. Les aboiements de Nana semblent de plus en plus distants. Et, lentement mais sûrement, vous perdez connaissance. Rendez-vous au 31. Je me rends au 31. À votre réveil, le soleil brille et vous réchauffe la peau. Vous vous étirez et ouvrez doucement les yeux. Nana vous saute aussitôt dessus pour vous lécher le visage, ce qui finit de vous éveiller sans cérémonial. Elle remue la queue, excitée. « C'est bon, Nana, tout va bien, ça suffit », lui dites-vous, vous dégageant de l'étreinte de l'imposante Terre-Neuve. Désormais totalement réveillé, vous vous redressez dans le canot et regardez autour de vous. Il n'y a aucune trace du Titanic, de vos parents ou de vos frères. En fait, à perte de vue, vous ne décelez aucun signe de présence humaine ni même d'un quelconque iceberg. Votre canot dérive sur ce qui semble être un océan tropical. Seuls quelques petits nuages blancs viennent lâcher le ciel bleu alors que le soleil vous cuit le visage. Vous n'avez pas froid, mais vous êtes faible et assoiffé. Vos cheveux emmêlés parsèment votre visage recouvert de sel, là où les embruns ont séché votre peau. Vous ignorez depuis quand vous n'avez plus bu et vous ne savez pas non plus depuis combien de temps vous dérivez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer en pensant à votre famille disparue. Où peuvent-ils bien être? Plus important encore, où êtes-vous? Vous guettez l'horizon à la recherche d'un navire ou de n'importe quoi d'autre. C'est là que vous l'apercevez, au loin une tache verte à l'horizon. Terre en vue. Vous vous saisissez des rames rangées dans le canot, les insérez dans les dames de nage et, puisant dans le peu de force qu'il vous reste, vous commencez à ramer, accélérant l'allure en direction de l'île que vous voyez au loin. Après tout, peu de possibilités s'offrent à vous. Vous devez trouver de l'eau et de la nourriture, et l'île demeure le seul endroit des 1000 à la ronde où vous pourriez en dénicher. Le bateau est grand et les rames sont lourdes, mais peu à peu vous vous rapprochez de la terre. Au bout d'un certain temps, vous faites une courte pause afin d'observer l'endroit plus attentivement. Vous apercevez une plage désormais, et la tache verte se détaille en une végétation dense qui s'étale sur presque toute l'île, avec en son centre des monts escarpés. Au cœur des montagnes de ce continent perdu s'élève une fine traînée de fumée, ce qui suggère la présence d'un volcan. Il vous semble apercevoir des oiseaux qui volent en cercle au-dessus de l'île, se laissant porter par les courants d'air thermique générés par le cœur volcanique. Nana interrompt votre observation en aboyant d'un air anxieux. Le gros chien se tient sur la proue du bateau et regarde dans la direction par laquelle vous êtes arrivé. « Qu'est-ce qu'il y a, Nana ?» demandez-vous en vous approchant d'elle, à l'autre bout du grand canot. C'est à ce moment-là que vous l'apercevez aussi, et cette vision fait se dresser les cheveux sur votre nuque. Une masse sombre nage dans votre direction. Votre cœur bat la chamade alors qu'elle se rapproche rapidement du bateau, et Nana s'agite de plus en plus. Au moment où vous pensez que la chose va vous heurter, elle passe juste sous la coque et vous contemplez cette immense créature. 2 fois plus longue que le canot, la bête est un véritable colosse des profondeurs. Elle possède une peau grise tachetée, une épaisse queue courte et 4 énormes nageoires en forme de pagaie qui lui permet de traverser les flots à toute vitesse. Mais l'aspect le plus terrifiant de son anatomie reste sans aucun doute sa tête, qui semble faire près d'un quart de la longueur de son corps. Si vous voulez utiliser la capacité bestiaire maintenant, rendez-vous au 36. Sinon, que voulez-vous faire? Vous pouvez commencer à ramer vers l'île aussi vite que possible, frapper le colosse avec une rame, ça ne me paraît pas très judicieux, ou rester immobile. Et ben on va s'arrêter là. Hein. Et bien, ça me paraît, ma foi, assez passionnant. J'ai pas joué à Alice et... J'ai pas joué à Alice, que vous voulez que je vous dise. Voilà, très très bien. Et puis on a du volume. Ensuite, alors est-ce qu'on a un petit supplément là-dessus? Oui, on a un petit supplément sur les contes tordus de Green. On a un making of
qui vous est livré donc pour les souscripteurs. Donc, eh bien, si cette série de livres vous intéresse, je pense que vous allez apprendre plein d'informations dans ce livre avec quelques essais. On a, ma foi, de très belles illustrations. Ma foi, rien que pour lire ce livre, ça promet surprise. Un personnage jouable en plus. Dénosis, le roi des crocodiles, dernier crayonné avant et ancrage. Passionnant. Beowulf. On va y venir. On va y venir. Ensuite, je vais passer. Alors, on va changer totalement d'univers. On va passer à Alterférence. Donc, c'est de Pierre Sensfelder, Frédéric Bouix et Jérôme Wulff. Alors, il y a 3 auteurs, c'est parce qu'il y a 3 nouvelles dans ce livre. Les 3 aventures de ce recueil utilisent des règles minimales, sans dé ni hasard, et possèdent chacune plusieurs fins. Dans Disruption, vous incarnez le président de la République au réveil d'une cryogénisation. L'imminente réception du Premier ministre japonais ne vous laisse que quelques heures pour découvrir le Paris de 2080, comprendre les rouages du gouvernement technocratique et surtout renouer avec un peuple bouleversé. Espériez-vous ce futur-là? Prism vous propulse dans la peau de 3 héroïnes. En 2022, alors que Laurine a déjà du mal à digérer ses pouvoirs colorés naissants et sa vie sentimentale compliquée, elle découvre que les tueurs sont à ses trousses. En 2046, Orphée l'observe à travers une machine temporelle et essaie de la sauver, sa propre existence soumise au jeu des paradoxes. Un siècle plus tard, Graciosa, chrono-investigatrice chevronnée, consigne les événements troublés par la révélation qu'elle découvre. Et enfin, Exalis se déroule dans un futur plus lointain, au crépuscule de la Terre. Vous interprétez une jeune femme qui pense avoir trouvé l'amour dans ses rêves et se sent prête à tout pour retrouver son étrange prince, quitte à laisser derrière elle les notions de mal et de bien. Oui, quelque chose ne va pas chez Exalis, quelque chose qui pourrait mettre en péril la tour où l'humanité s'est réfugiée. Donc 3 nouvelles d'anticipation qui paraissent super sympas. Donc celle où on incarne un président de la République au sortir de la cryogénisation m'a interpellé. Alors combien il y a de paragraphes? Donc vous voyez, vous avez tout de suite là les des pages colorées pour vous indiquer. Donc la plus grosse c'est la dernière apparemment. Alors par exemple celle-ci, la première avec le président, fait. Alors c'est des mini-nouvelles, fait 129 paragraphes. Donc il faut savoir, ce sont des nouvelles qui ont eu des mini-IAS d'or, donc ce sont des mini-nouvelles, c'est-à-dire je crois moins de 150 paragraphes. Et donc Alconast a décidé de faire un recueil. Excellente idée, la seule que j'ai essayée me paraissait très très bien. Voilà pour Alterférence. Ensuite, un nouveau conte de Jonathan Green, La machination d'Oz. Une splendide illustration. Oz, c'est le nom d'un pays, mais aussi celui d'un magicien, vous le savez. Mais depuis peu, une entité nommée Oz, mystérieuse et malfaisante, s'est développée dans le monde imaginé par L.F. Baum. Et c'est vous, héros de ce conte revisité par J. Green, qui allez devoir sauver le pays d'Oz, ou vos propres intérêts. Vous pourrez choisir de vous glisser dans la peau, la fourrure ou l'armure d'une grande quantité de protagonistes. Incarnerez-vous l'un des 4 amis, la petite Dorothy Gale, l'épouvantail, le bûcheron de fer blanc, le lion autrefois poltron ou bien le magicien d'Oz? Peut-être même vous laisserez-vous tenter par les pouvoirs et l'infamie de la méchante sorcière de l'Ouest. Sélectionnez votre avatar selon sa personnalité et sa capacité spéciale. Rejouez ensuite l'aventure avec un autre héros pour adopter son point de vue et vivre une histoire différente. Vous découvrirez sous un nouveau jour la cité d'Émeraude, la route de briques jaunes, les Munchkins, les singes ailés, le roi des gnomes, la princesse Ozma et de nombreux autres lieux et personnages. Conte tordu oblige. L'ensemble a subi un relooking dieselpunk qui s'ajoute à la base déjà farfelue conçue par L.F. Baum. La traduction ingénieuse et dynamique est l'œuvre de l'espiègle J. Wendling, auteur de livres-jeux et d'escape book. Traduction Gauthier Wendling. Alors, est-ce que je lis le début de celui-ci? J'hésite un petit peu.
Alors, l'univers m'intéresse peut-être un petit peu moins. Ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, bien sûr. Donc, pareil, vous avez tous les personnages qui sont ici que vous pouvez jouer. Peut-être me jouer la sorcière, moi. Une sorcière maléfique, ça m'ira très très bien. Alors, effectivement, c'est punk, hein. Alors, voici les différents personnages. Hop. Alors si on est Dorothy Gale, je ne vais pas tout relire. Voilà, je vous laisse faire un gros plan si vous souhaitez avoir le début de cette aventure. Bah, c'est l'univers qui m'intéresse le moins. Donc il faut une petite sanction. Voilà, je ne lirai pas le début, mais je le jouerai aussi, hein, bien sûr. Alors ensuite, on a Beowulf, le fléau des monstres. Là encore, de Jonathan Gwynne. Alors, entre Dave Morris et puis Jonathan Gwynne, on est servi, hein. On est servi. Et puis le troisième, c'est Mark Smith. En fait, ils ont choisi, là, pour le coup, trois auteurs. Alors, de quoi nous parle Beowulf ? Beowulf, le fléau des monstres, n'est pas un livre comme les autres. C'est un portail qui s'ouvre sur le monde mythique des sagas scandinaves, peuplé de monstres et de héros. Vous serez transporté à Eoroth, la grande salle dorée du roi Hrothgar, pour embarquer dans une captivante aventure dont vous serez le protagoniste. En plus du livre, vous aurez besoin de 2 dés ou d'un paquet de cartes, d'un crayon et d'une gomme. À l'aide de ces outils et de quelques règles simples, vous pourrez endosser le rôle du premier super-héros de la littérature anglaise traditionnelle, Beowulf, le fléau des monstres, dans une adaptation inventive de cette épopée anglo-saxonne. C'est vous qui déciderez de la route à prendre, des périls à affronter et des créatures à combattre ou à éviter. Que vous surviviez à votre quête, que vous soyez élevé au rang de héros dont on chante les exploits, ou que vous soyez même couronné roi, ou que vous succombiez aux mains du sanguinaire Grendel ou de sa mère l'ogresse, tout cela ne sera que la conséquence de vos choix personnels. Grâce à une quête bonus, vous oserez peut-être incarner le plus infâme des monstres lui-même, Grendel. Une histoire de héros, un récit de monstres, une légende qui renaît. C'est appétissant. Combien de paragraphes 500, ce qui est tout à fait honorable. Alors, on va regarder le début de ce splendide volume. Alors, petit rappel du contexte de l'écriture de ces livres. Hop. Donc là aussi, rappel que vous allez incarner Beowulf. Donc on retrouve l'agilité, le combat et l'endurance qu'on a déjà croisé. Et puis on va avoir, je pense, quelques caractéristiques. On a des points d'héroïsme, ça c'est nouveau. Alors, on peut dépenser des points d'héroïsme. Plutôt que de passer un test d'agilité pour enjamber une croise, vous pouvez dépenser des points d'héroïsme pour arriver de l'autre côté en toute sécurité. Vous pourrez également en utiliser un nombre défini par le texte pour sortir victorieux d'un affrontement. Vos points d'héroïsme ne peuvent jamais descendre sous 0. Ok. Alors, les caractéristiques... Je feuillette. Hein. La vidéo est déjà longue. Alors, je vais lire le début, là. Le contexte m'intéresse beaucoup. Je me permets. Oyez, oyez, mes amis. Écoutez bien, car voici une histoire qui fut contée des milliers et des milliers de fois depuis plus de 1000 ans. Cette épopée débute tandis que Hrothgar, fils de Halfdan, fils de Beowulf, fils de Cid, était roi des Danois lanciers. Il était le plus valeureux des chefs de tribu que le monde ait vu depuis Cid Sefing, celui-là même qui fit rejaillir le Danemark des ténèbres en unissant ses nobles seigneurs. Bataillant sans relâche, Hrothgar rapporta plus de trésors de ses conquêtes qu'aucun souverain avant lui. Il décréta que l'on devait ériger une grande salle d'hydromel, si grande qu'il n'en fut jamais bâtie sur toute la terre, et que celle-ci prendrait pour nom Héroth. Mais aux frontières de la terre des Danois vivait un monstre démoniaque qui méprisait la félicité et les réjouissances, pour qui les chants du skald étaient pires que les glapissements de renards ou ululements de chouettes, un épouvantable broyeur d'os, Grendel, le monstre des marécages. Depuis son repère au milieu des tourbières, cette émanation du malin
concevait toutes sortes d'intrigues sanguinaires qu'il projetait de déchaîner sur le peuple des Danois pour prendre sa revanche sur eux. Est-ce que j'aurais pas sauté une page? Non. Lorsque la nuit tomba sur la grande salle de Hodgar, celui qui vit dans les ombres s'extirpa de sa caverne et atteignit la fastueuse Hérote, où il trouva la noble compagnie qui sommeillait après le festin. Ces fiers guerriers n'avaient point connu l'accablement jusqu'au jour où cette maléfique engeance trollesque, sinistre et avide, animée d'une sauvage cruauté, pénétra dans la salle et emporta 30 tannes sommeillants. Je suppose qu'une tanne est une âme ou quelque chose comme ça. Serrant son butin dans sa sanglante étreinte, le monstre se faufila à nouveau dans sa tanière et se rassasia des corps de ses victimes. Tandis que la perle céleste bannit une nouvelle fois les ténèbres, la matinée révéla à Hodgar et à sa compagnie les sombres atrocités de Grendel, et les fières clameurs des banquets cédèrent la place aux lamentations gémissantes. La nuit suivante, le rôdeur macabre revint visiter la salle lambrissée d'or et perpétra un nouveau carnage sanglant parmi les hôtes d'Hérote, emportant 20 âmes de plus pour satisfaire son avidité gloutonne. Le fier chef de tribu s'effondra de chagrin, endurant les souffrances de cet âne défunt. Infusé de vilainie et de violence, le prédateur nocturne ne serait à l'évidence jamais apaisé. C'est ainsi que la plus magnifique des grandes salles tomba dans le vide du silence. N'étant plus désormais le symbole de la gaieté et des réjouissances, elle devint un mémorial du meurtre et du malheur. L'amère querelle sanguinaire s'étendit durant 12 longues années, jusqu'à ce qu'un jour, traversant la mer, vint celui qu'on nomme Beowulf. Beowulf le loup, l'ours, le fléau des monstres. Rendez-vous au 1. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît bien d'incarner le premier super-héros dans les royaumes scandinaves. Alors l'illustration me plaît un petit peu moins, mais je crois que je vais commencer par celui-là. J'ai le temps de changer d'avis, vous me direz. Et enfin, pour terminer, le dernier, donc on retrouve Mark Smith dans un univers, j'ai l'impression, futuriste, L'étoile de la destinée, c'est un livre de la collection Destin, donc j'imagine sans dé. Les Oxidiens, ce peuple diabolique, s'acharnent à détruire la magnifique forêt d'Ardennes, jusqu'alors préservée. Des arbres gigantesques et centenaires sont abattus sans vergogne pour aller nourrir les forges d'où sortiront armes de guerre et engins de mort. Vous seul pourrez empêcher ce massacre, mais au prix de bien des épreuves. Saurez-vous arrêter l'avancée des légions de mercenaires et protéger l'arbre de vie qui trône au cœur de la forêt? Fort de vos pouvoirs magiques, vous vous avancez dans le royaume sylvestre pour découvrir une contrée sauvage et mystérieuse, et mystérieusement défendue par des elfes et un redoutable dragon. Alors, c'est pas d'anticipation, ça ressemble à une réalité médiévale alternative. La forêt d'Ardennes. Je suppose que nous allons nous y enfoncer. Donc on notera quand même que sur chaque livre, on a de splendides cartes en couleur. Alors, c'est la suite. Alors c'est la suite, puisque là on parle de Godorno. C'est dans le même univers que précédemment. Praxis la pourpre. Écœuré par le cynisme et la cruauté de vos concitoyens, vous avez quitté la cité de Godorno, laissant derrière vous ses ruelles nauséabondes et sa foule grouillante de mendiants et d'esclaves. Depuis quelques jours, vous vous énivrez à loisir des charmes de la nature, grisé par les parfums d'une terre fertile, vous cheminez en admirant la beauté paisible d'un paysage de collines boisées et de vallons verdoyants. Cette randonnée solitaire est l'occasion d'une longue rêverie. Des souvenirs entrent dans votre esprit et vous vous rappelez le jour de votre naissance, et du moins ce que l'on vous a raconté. Praxis la pourpre, l'étoile de la destinée, ce para de l'éclat mordoré de Morène, le dieu de la guerre. Hélas, pendant que Praxis scintillait de mille feux, votre mère mourut d'épuisement en vous mettant au monde. Ses 3 sœurs veillèrent sur vous en l'absence de votre père. Un marin disparut en mer qui ne revint jamais de son dernier voyage. Un marin disparu qui ne revint jamais de son dernier voyage. Vous aviez 8 ans quand vos tantes
vous firent entrer au collège de l'académie de Égalopolis, où, sous la férule de moine lettré, vous avez passé les dernières années de votre enfance et les premières années de votre adolescence. Votre soif de connaissance était alors si difficile à étancher que vos maîtres vous prédisaient un avenir brillant. Malheureusement, à l'aube de vos 15 ans, Gornilde, le suzerain de Gonorno, ordonna la dissolution de tous les monastères du territoire des Marches. À l'évidence, ce seigneur tout-puissant, un véritable despote, craignait que l'éducation du peuple ne finisse un jour par nuire à son pouvoir. Votre ordre fut ainsi dispersé, ses biens confisqués, et vous avez dû chercher votre salut dans les rues d'une cité rongée par la corruption. L'existence cloîtrée que vous aviez menée à l'abri des hautes tours du collège ne vous avait pas préparé à affronter la trop dure réalité des miséreux de Godorno, de pauvres gens minés par la terreur et par la faim. Mais vous avez pourtant trouvé la force d'endurer ce calvaire et de vous adapter aux nécessités de votre nouvelle existence en suivant, quand les circonstances l'exigeaient, la maxime selon laquelle qui veut la fin veut les moyens. À votre place, la plupart des hommes auraient perdu toute capacité à s'émouvoir, et de ce fait ce désir tenace de révolte qui permet à l'opprimé de conserver sa dignité. Mais vous n'êtes pas devenu insensible, même si vous avez parfois eu peur de vous dessécher à force de vous aguerrir. Votre âme ne s'est pas endurcie et votre cœur ne s'est pas fermé. Vos cours à l'académie vous ont appris que l'histoire peut faire passer un peuple du statut d'oppresseur à celui d'opprimé, et réciproquement. L'homme attaché à la roue du destin atteint des hauteurs éclatantes puis s'enfonce dans les abîmes de douleur, de haine et de convoitise avant de remonter pour un tour. Même dans l'adversité, vous n'avez jamais oublié les auspices sous lesquels vous êtes né. Triste, mais favorable. À votre fort intérieur, vous savez que Praxis la pourpre éclairera votre destinée si vous franchissez le mur de la vieille frontière, si vous allez aux confins du pays des hommes, à condition que les légendes aient un fond de vérité. Vous contemplerez la splendeur d'Elvamen, la cité mythique des elfes immortels de la forêt d'Arden. Vous admirerez l'écorce d'or et le feuillage d'argent de l'arbre de la connaissance et vous obtiendrez le savoir des âges. Ensuite, vous retournerez parmi les hommes en libérateur et vous inscrirez votre nom dans l'histoire. Alors, est-ce que ce volume se joue avant l'autre? Alors, je vous le rappelle, on va le reprendre sous les yeux. Ici, le peuple maudit. Et puis, donc c'est la même patte graphique, mais voilà, lequel se joue en premier. Bon, quelque chose à potasser, n'est-ce pas? Donc c'est tout pour aujourd'hui au niveau des livres. On va aborder brièvement les suppléments qui sont livrés avec l'édition souscripteur. Donc on va démarrer par ce petit fascicule qui accompagne Fablelands, puisque là-dedans, vous allez trouver tous les souscripteurs. Moi, j'en fais pas partie parce que j'ai souscrit trop tardivement, malheureusement. Donc un préface sur le contexte de la production de ces cartes. Donc ici, vous allez trouver en couleur et en français l'ensemble des cartes du jeu Fablelands. Et ma foi, ça va être beaucoup plus joli. J'ai une belle imprimante couleur, donc je vais pouvoir imprimer en A3. Dès que je reprendrai Fablelands, bien sûr, ces cartes, ça sera beaucoup plus joli. Donc nous avons Sokara, bien sûr. On a démarré par ici sur la vidéo présente sur la chaîne. Les royaumes marchands du Godnir. Nous avons les ports et mouillages de l'océan violet, enfin l'océan violet. Nous avons les déserts hurlants des grandes steppes. Nous avons Utaku, la terre des masques. Et enfin, ça fait l'objet du volume 6 de Fablelands, Akatsurai, le pays sous le Levant. Voilà, donc petit fascicule haut en couleur pour vous aider à sortir du labyrinthe de Fablelands. Nous avons donc, on a dit, ces deux petites. Alors l'autre, elle est où? Elle est là. Ces 6 splendides marque-pages que voici. Nous avons un autre livret pour Fablelands. Donc je crois que ce sont les feuilles, une feuille d'aventure, et on va avoir tous les codes. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Bourse, investissement et dépôt, manifeste de navire. Enfin, tout est résumé dans un petit livret et ma foi, ça promet d'être assez pratique.
Journal des combats, moi je trouve ça plus anecdotique parce que je note pas mes adversaires, mais vous pouvez le faire. Et puis, il me semblait qu'il y avait tous les codes. Alors, voilà, c'est encore sur un fascicule supplémentaire, on est gâté. Donc, livre 1 à 6. Alors, on a les feuilles d'aventure qui sont rappelées. Alors, ça, c'est la série Destin. Je vous raconte des conneries. J'ai pas assez révisé ma copie. Ça, c'est pour la série Destin. Et voilà, Pirates des Sept Mers, L'Étoile de la Destinée, Le Peuple Maudit, Le Collier Maléfique, L'Hiver des Hommes et Mille et un Destins. Et donc, vous avez, c'est plus anecdotique, vous avez les feuilles d'aventure qui sont rassemblées ici. Voilà, vous pouvez faire des photocopies, bien sûr. Alors, j'aurais juré avoir vu les codes quelque part, mais alors peut-être que je... Ah, voilà, j'ai loupé une page. Voici les codes, ça c'est extrêmement pratique, ça vous évite d'avoir 12 000 pages si vous jouez les 6 livres d'un coup. Nous avons une feuille de personnage. Alors ça doit correspondre à ce livre, à savoir où est-ce qu'il est passé. Il y en a plein. Alterférence, je pense. Hein, bah oui, c'est les mêmes illustrations. Voilà, donc vous avez votre petite feuille de personnage rajoutée. Et puis vous avez un dernier fascicule qui là encore correspond à Alterférence. Eh bien, c'est une interview des auteurs et ce qui les a amenés à faire des livres dont vous êtes le héros. J'ai lu le début, c'est très intéressant. Moi qui ne suis pas capable d'écrire ce type de bouquin, on a aussi une interview d'un illustrateur, donc Guillaume Romero. Je trouve ça super intéressant. Et puis c'est très sympa d'avoir livré ça avec l'édition Souscripteur. C'est toujours du travail à faire pour contenter les lecteurs que nous sommes. Donc, voici à quoi ressemble un labyrinthe quand vous concevez votre livre de héros. Il faut s'y retrouver. Alors, je crois qu'il y a peut-être des trucs informatiques qui existent maintenant, mais voilà. Ce sera tout. Et puis il nous restera à faire une petite vidéo complémentaire sur Vulcaverse, sur les 2 livres donc, qui restent à paraître. J'espère que cette petite vidéo qui était un petit peu longue, mais voilà, vous pouvez la regarder en plusieurs fois hein, si c'est trop long. Voici ce qui est sorti. J'espère que cette petite vidéo sur cet ensemble de livres Alconost, Plumier des Chimères vous a plu et puis que peut-être ça vous donnera envie de l'acheter. Voilà, moi qui aime bien les livres, ça fait très longtemps que je n'avais pas commandé autant de livres d'un seul coup, je peux vous le dire. Hein. Ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.